Merci Cédric. Voilà, c'est ça, Matin Bonheur. C'est une famille. Nous allons maintenant aller avec vous, Cédric. Nous allons parler de transition écologique. Alors, bâtir des villes et des régions durables, ça c'est le credo de tout développement, de toute histoire de développement, des villes intelligentes et résilientes au changement climatique. Ce n'est pas seulement un rêve. Parfois, on se dit que, est-ce que ça va arriver? Est-ce que le Cédric il ne rêve pas trop? Eh bien, c'est un enjeu majeur pour notre continent. Cela passe par une urbanisation, mais pas n'importe comment. C'est une urbanisation planifiée, bien pensée, bien étudiée. Et au niveau des transports durables, de l'innovation. Mais les collectivités locales n'ont pas le choix parce que la population augmente, c'est vrai, mais la pollution aussi. Et de ce fait-là, comment se déplacer, comment se loger, comment se nourrir? Quelles sont les réponses adoptées au déséquilibre des villes? C'est ces préoccupations qui vont nous occuper et qui ont occupé aussi la journée des GIFAC tenue à Abidjan, on s'en rappelle. Quelle transition écologique pour les villes? C'est le dernier thème de ces journées-là que vous avez partagé avec eux, que vous nous retranscrivez ici. Alors, dites-nous, Cédric, les yeux dans les yeux. Yeux dans les yeux. Nos villes en Afrique sont-elles durables? Attendez, j'enlève les lunettes. J'enlève les miennes aussi. Yeux dans les yeux. Yeux dans les yeux. Nos villes en Afrique sont-elles durables? Nos villes en Afrique sont-elles durables? Elles l'ont été. Elles l'ont été. Abidjan a été une ville durable. Abidjan a été une ville durable parce qu'on avait beaucoup d'éléments en matière d'éducation qui étaient très planifiés. Les routes étaient planifiées, beaucoup plus grandes que ceux dont on avait besoin dans les années 70, 1980, etc. Mais c'est vrai qu'on a été rattrapé par la démographie, on a été rattrapé par des embêtements, on va dire, sociopolitiques, etc. Et Abidjan n'est plus une ville durable. Et nous avons malheureusement de moins en moins de villes durables en Côte d'Ivoire et sur le continent africain. Donc c'est une véritable préoccupation maintenant. Il faut arriver à faire aussi bien aujourd'hui ce que l'on a su faire très bien dans le passé. Mais de quoi souffrent véritablement les villes africaines? De quoi elles vont souffrir? Alors, la première difficulté qu'on rencontre, c'est forcément l'augmentation de la population. Parce que chaque fois, nous avons une démographie très importante en Côte d'Ivoire et en Afrique. Quand vous regardez le matin, Abidjan est blanc et bleu. Ce sont tous les jeunes qui vont à l'école, etc. Donc on a une population très jeune. La ville a grandi. Et la planification a été dépassée par la vitesse de la population. Ce qui fait que ce n'est pas qu'il y a un manque de volonté ou de rigueur de la part des gouvernements, c'est qu'ils mettent un ensemble de choses en place, ça va extrêmement vite, et quand tout ça va très très vite, vous avez des gens qui en profitent pour ne pas faire des choses qu'il faut véritablement faire. Et progressivement, nos villes ne sont plus durables. Et donc il nous faut maintenant un grand sursaut. On assiste à un sursaut en Côte d'Ivoire avec la gestion des déchets dans la ville d'Abidjan, et on a besoin de ce genre de sursaut pour répondre aux besoins de la population. À la vérité, Cédric, qui doit agir pour que nos villes africaines soient durables? Qui doit agir? Tout le monde doit agir. J'écoutais Tikenja Fakoli ce matin à la radio, sur RFI. Il sort un nouvel album qui s'appelle Le Monde à chaud, Le Monde est chaud. Et je suis heureux d'entendre, exactement, et je suis heureux d'entendre ce genre de choses parce qu'il faut que l'on sensibilise un maximum. Mais une fois qu'on a sensibilisé, il faut que les acteurs du développement durable eux-mêmes se mobilisent. Parce que nous, on est des citoyens, on peut dire des choses, mais si on n'a pas les outils concrètement en main, si on n'a pas l'appel, on ne peut pas creuser. Et donc le premier élément de ce matin, là, qui a été une restitution des GIFAC, c'est justement une intervention du ministère de l'Environnement et du Développement durable sur qui sont les acteurs des villes durables. Première intervention vidéo de ce matin. D'élaboration de politiques et de stratégies, toujours dans son rôle de mobilisation des institutions publiques en termes de finances au niveau de l'État pour accompagner les actions des collectivités. Il y a le privé dans son rôle, en même temps promoteur, en même temps investisseur. Il y a les collectivités dans leur rôle donc régalien d'accompagner le développement au niveau local. Il y a les foyers et les ménages. Quelqu'un peut décider chez lui d'avoir un petit système d'énergie solaire, d'avoir un petit système de gestion des déchets ménagers. Et ça, c'est des éléments importants à prendre en compte donc, dans la transition écologique ou énergétique au niveau local. Donc cette panoplie d'acteurs, à un moment donné, va jouer donc, un rôle très important dans la politique que nous voulons donner en termes de transition énergétique, en termes de transition écologique. Cédric, est-ce que chaque acteur accomplit véritablement sa part? Est-ce que chaque acteur accomplit véritablement sa part? Non, j'ai malheureusement envie de dire que les acteurs qui sont sensibilisés vont essayer de faire un certain nombre de choses. Ceux qui ont vraiment conscience à la fois des enjeux, mais surtout des solutions qui sont disponibles, vont essayer de faire un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que c'est relativement difficile parce qu'on a de très nombreux acteurs à réunir, les populations, les collectivités territoriales, que ce soit des villes ou bien des régions, le gouvernement, etc. Et c'est un petit peu ce qui nous freine dans la capacité à changer les choses. Donc il nous faut une bonne conscientisation, cela se dit,
mais surtout il nous faut une véritable volonté d'action et ça ne peut pas passer là par contre sans une politique durable au niveau de nos villes. On parle de politique, on parle d'action, donc on va parler forcément, indubitablement d'élus. Est-ce que les élus locaux ont des ressources pour mettre en œuvre des politiques de développement durable dans nos villes? Déjà, pour avoir ce qui est simple pour le quotidien, c'est compliqué. Si on doit inclure maintenant dans nos systèmes de gestion le développement durable, est-ce qu'on peut supporter les coûts? Déjà, ce qui est extrêmement difficile, c'est la réalité des budgets des mairies de Côte d'Ivoire. Je prends un exemple simple, la ville de Mayo, le maire c'est Madame Donwayi. Lors de ces journées, justement, elle expliquait ses préoccupations en tant qu'élue qui veut mettre en place une ville durable. Mais elle disait, voici exactement le montant que je reçois chaque année pour être capable de travailler. Que voulez-vous que je fasse avec ce montant-là? Donc effectivement, il n'y a pas assez de financement disponible auprès des petites villes et aussi bien auprès des grandes villes pour partir dans cette démarche. Mais par contre, on vit dans un monde où on est à la recherche de champions. On est à la recherche de champions parce qu'on a besoin de personnes qui vont démontrer que certaines choses sont faisables. Si on s'en va dans la ville de Boaké, par exemple, le maire Nicolas Djibo a mis en place un certain nombre de biogaz, de technologies à base de biogaz sur la ville de Boaké. Mais Boaké en a besoin avec tous ces motos. Absolument, voilà. Absolument. Et même si vous allez sur la ville de Grand Laou, par exemple, Jean Djaya, le député maire, paix à son âme hélas, avait fait un travail absolument magnifique. Il avait réussi à mobiliser la Banque mondiale à Washington et à les faire venir à Grand Laou. Donc on a besoin de ces champions. On a besoin que quelques acteurs émergent. Et surtout, comme on n'a pas beaucoup de champions dans le monde, on est prêt à les aider pour avoir des itinéraires techniques qui fonctionnent. Et donc, il faut aller jusqu'au bout de ça. Et même si nos élus, nos collectivités territoriales n'ont pas tous les moyens nécessaires, ils ont quand même la volonté d'agir. Et la volonté, ça se remarque. Et à ce moment-là, on peut les accompagner dans la démarche. Et quand on a cette volonté-là de pouvoir transformer ces villes en villes durables, quelles sont les questions qu'on doit se poser pour atteindre une ville durable? La ville durable, absolument. Parce que tout à l'heure, Marcelin disait, on a des problèmes de développement, on a aussi maintenant des problèmes de développement durable, mais finalement, tout ça, ça n'est qu'une seule et même histoire. Quand on va parler d'une ville durable, on va essayer d'identifier les certain nombre de fonctions. Les fonctions sont déjà assumées par nos villes aujourd'hui, la fonction de transport, la fonction d'électricité, la fonction d'accès en eau potable, etc. On veut simplement que ces stratégies soient aujourd'hui beaucoup plus durables. Et une intervention qui était intéressante lors de ces journées sur la transition écologique, c'était notamment l'intervention de l'AFD, Agence française de développement, donc qui est un des grands partenaires de l'État de Côte d'Ivoire sur cette stratégie, et justement qui est en train de travailler sur les fonctions d'une ville durable, ce qui est le deuxième élément vidéo que nous partageons avec vous ce matin. C'est à l'échelle du territoire que se gère la gestion de l'eau de ruissellement. C'est à l'échelle du territoire que l'on maintient ou que l'on développe la présence de l'arbre dans les espaces cultivés. Et c'est également en lien avec le territoire que l'on peut définir des techniques appropriées. Par exemple, maintenir une couverture végétale permanente sur un sol n'a de sens que si ce sol ne va pas être pâturé demain par le voisin. Le territoire, c'est également le lieu où peuvent se structurer des systèmes alimentaires vertueux par rapport au changement climatique. Je parle ici de circuits courts, du consommé local, qu'il est plus que jamais important de développer en vue de réduire l'empreinte carbone des systèmes alimentaires. Et là, la notion de territoire, elle doit associer la ville et son pourtour rural pour, autant que faire se peut, raccourcir les circuits de distribution, adapter ces circuits aux besoins de consommation des villes et structurer des filières à l'échelle locale qui puissent permettre un partage équitable de la valeur ajoutée, une juste rémunération des producteurs. Alors, Cédric, consommer local, raccourcir les circuits de distribution, etc., c'est quoi les objectifs? Quels sont les objectifs? C'est en fait une des difficultés que l'on rencontre avec les villes, c'est que les villes sont en fait de grandes consommatrices de nourriture, consommatrices d'énergie, etc. Une autre difficulté que l'on rencontre, c'est que lorsque vous avez des points de production qui sont extrêmement loin des points de consommation, on retourne maintenant dans le monde de l'agriculture, on a une tomate, je dis une bêtise, qui va pousser à Korogo, le temps qu'elle arrive à Abidjan, qu'elle rentre sur les circuits de distribution, qu'elle soit mise à la disposition des populations, déjà elle aura une durée de vie, une qualité qui sera moins bonne, elle sera plus très loin de sa fin de vie. Donc la stratégie, c'est de dire il faut raccourcir les circuits de distribution, ça veut dire raccourcir au maximum la distance qu'il y a entre le lieu de production et le lieu de consommation. Et donc Abidjan, qui est une ville qui est une grande consommatrice, si autour d'elle vous avez une véritable ceinture de production alimentaire qui se met en place, si cette ceinture de production est durable, automatiquement on a l'accès à la nourriture. Maintenant, une des difficultés que l'on a aussi, c'est que très souvent, quand vous avez beaucoup d'intermédiaires dans une filière d'action, chaque intermédiaire
l'intermédiaire doit être rémunéré. Je vends ça à monsieur A, qui vend à monsieur B, qui vend à monsieur C, mais quand ça arrive dans la main du consommateur, c'est très cher. Donc là, raccourcir maintenant les circuits de distribution, ça veut dire aussi réduire aussi les coûts pour que les choses soient plus accessibles auprès des populations. Il faut donc être proche des populations, produire à côté du consommateur, réduire le nombre d'intervenants dans la filière pour que justement la nourriture ou le bien de consommation soit accessible moins cher auprès du consommateur. Et tout ça, ça va se traduire naturellement par de la pollution en moins, des émissions de gaz à effet de serre en moins, etc. Cédric, vous avez dit tout à l'heure que les villes sont énergivores, oui, entre guillemets. Alors, quelle énergie durable pour une ville? Quelle énergie durable pour une ville? Il y a beaucoup de solutions. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est quelque chose dont on doit faire la promotion en Côte d'Ivoire, c'est que le citoyen n'est pas forcément seulement un consommateur. Il peut devenir aussi un producteur d'énergie durable. Et c'était assez intéressant, c'était l'intervention de CI Énergie, donc, qui est un des régulateurs, entre guillemets, de l'exploitation des systèmes énergétique de Côte d'Ivoire, qui faisait une intervention qu'on a baptisée la décentralisation énergétique, parce que là aussi, il ne faut pas simplement avoir des gros centres de production, il en faut, c'est important, mais il faut aussi avoir des petits centres de production d'énergie aux côtés des populations. Et donc, c'est la troisième intervention de ce matin, CI Énergie, sur la décentralisation énergétique. On développe les fonctionnalités des réseaux intelligents qu'on parle de smart grid, qui vont permettre à la longue d'accueillir la production des localités, des régions, des sous-préfectures sur le réseau électrique. Mais pour le moment, il est impossible de consommer localement, de produire de l'électricité à partir de la biomasse et de la consommer au niveau de maillots, au niveau des infrastructures de la mairie, au niveau des écoles. Il est possible, c'est l'autoconsommation. Et il y a des tests réglementaires qui sont pris et il y a certains tests complémentaires qui doivent être pris également qui précisent l'autoproduction. Donc, nous avons les industries qui peuvent produire l'électricité pour elles-mêmes. Maintenant, pour la transition, il y a des tests qui vont permettre d'avoir l'injection du surplus de la production sur le réseau. Mais pour que ça se fasse de façon efficace, il faudrait que notre réseau soit plus intelligent, qu'il puisse savoir qu'au lieu de produire au niveau de la centrale et apporter l'électricité chez le client, il est possible également que le client puisse produire l'électricité et l'injecter sur le réseau. Donc, on a plein d'investissements qu'on est en train de faire qui permettent au fur et à mesure de rendre le réseau électrique plus intelligent. Alors Cédric, je suis maire de Matin-Bonheur-Cros, un village, une ville imaginaire, une commune imaginaire. Alors, quelle est la meilleure solution, maire Colistier, maire et puis la mairesse, quelle est la meilleure solution pour une collectivité territoriale qui veut promouvoir les énergies renouvelables, concrètement? Concrètement, mais Matin-Bonheur-Cros, donc qui est une ville baoulée, puisque c'est un gros. Elle est où? En fait, la réponse va toujours dépendre de la localisation géographique de notre ville. Urbain. En milieu urbain, puisque c'est une ville. Il est cohérent avec lui-même. Hein. Toujours. Donc, en fait, tout dépend de où est-ce qu'on va se trouver. Si je suis, par exemple, donc en pays baoulé, dans le V baoulé vers Boaké, etc., ou même si je m'en vais jusqu'à Korogo, je vais me rendre compte que la première richesse que je vais avoir, naturellement, c'est le soleil. Je viens de rentrer, je suis dans un milieu de savane humide, on n'a pas des grands arbres, on n'a pas beaucoup de biomasse présente, etc. Donc c'est vrai qu'on va essayer de trouver des stratégies qui sont peut-être des stratégies solaires. Mais par exemple, si je descends, que je m'en vais vers Aboisseau, plus précisément à Yébo, je rentre dans un milieu qui est tropical humide. J'ai beaucoup de pluie, j'ai de la production, j'ai du cacao, j'ai de l'EVA, du palmier à huile, etc. Et là, finalement, avec beaucoup de nuages. Donc l'énergie solaire ne sera pas la principale ressource que je vais exploiter. Mais puisque j'ai tellement de déchets agricoles autour de moi, on parlait tout à l'heure de la biomasse, pourquoi ne pas brûler ces déchets, faire de la vapeur, alimenter une turbine qui, elle, va produire de l'électricité? Ce qui veut dire qu'en fait, la distribution des solutions énergétiques pour Matin-Bonheur-Cros et les autres villes modernes de Côte d'Ivoire va dépendre de la cartographie des ressources que nous avons. Est-ce que j'ai du vent pour faire de l'éolien? Est-ce que j'ai assez de solaire pour faire du photovoltaïque? Est-ce que j'ai assez de biomasse pour faire de la biomasse énergie? Et quand cette cartographie est disponible, à ce moment-là, les collectivités territoriales peuvent faire la promotion d'une stratégie énergétique. Cédric, exploité par des acteurs privés, l'accès à l'énergie ne serait-il pas coûteux pour les populations, notamment celle dont Marco parle de la zone rurale? Alors, elle ne sera pas forcément coûteuse parce que vous avez une stratégie en Côte d'Ivoire qu'on appelle la péréquation du prix. C'est que quel que soit le lieu de production de l'électricité, nous avons un prix unique en Côte d'Ivoire. Et en plus, si vous vous rendez compte, nous avons, pour la Côte d'Ivoire, je sais que les gens vont dire que c'est un petit peu cher, mais nous avons une des électricités les moins chères du continent africain, ce qui est assez impressionnant. Et maintenant, votre dernière question, c'est est-ce que l'on peut confier ça à un privé ? Mais c'est ce qu'on fait déjà en Côte d'Ivoire. Dans les années 90, après les difficultés que nous avons rencontrées à l'époque de l'EECI à cause des grandes sécheresses, on a eu de
grande difficulté pour maintenir le réseau. On a finalement fait une concession de service public à l'opérateur de Côte d'Ivoire, donc la CIE, qui exécute les choses, il faut le dire, de manière absolument fantastique. Parce qu'on le disait, le réseau est un réseau vieillissant, il faut l'entretenir. Nos barrages électriques, Kossou, Tahabo, etc. sont de vieux barrages. La disponibilité de ces groupes est assez fantastique. Donc, le plus important, c'est pas de dire est-ce que je donne à un privé ou est-ce que l'État fait. Le plus important, c'est le contrat de performance que l'État va mettre en place avec l'opérateur privé, que ce soit pour la production d'électricité ou pour la distribution d'électricité. Et là, maintenant, on va voir quelque chose qu'on aime bien, ce sont des indicateurs. Combien de mégawatts, gigawattheures ont été produits? Quelle est la disponibilité des centrales? Est-ce que oui, vous tenez les coûts de production? Et là, l'État, finalement, il est vraiment dans son rôle de régulateur. Il va surveiller celui à qui il a concédé l'électricité, comme on le fait, par exemple, aujourd'hui dans le domaine de la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Il y a un privé, il a un mandat, il a un contrat et on mesure les performances. Un exemple concret, hein. Là, Cédric, on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est pas grave, on va poser la question. Nous sommes en pleine de la saison des pluies. Oui. Un maire Oui. qui veut que sa ville soit dans le concert des Oui. villes de développement durable, comment il doit réagir pendant la saison des pluies? Est-ce que c'est seulement des communiqués pour dire il va pleuvoir tout? C'est ça seulement ou bien on peut faire autre chose? Bon, l'information est importante, mais le temps manque. Quelle est la chose la plus importante? La pluie vient. Il y a deux choses dont on va avoir besoin. La première, c'est est-ce que le territoire est capable d'absorber de la pluie? Si tout est bétonné, si tout est goudronné, l'eau ne rentrera pas dans les terres, c'est terminé. Maintenant, le deuxième point, c'est est-ce que les populations respectent aussi nos canaux d'assainissement? Quand on voit que parfois on a des activités de vente, des marchandes qui sont sur les canaux d'assainissement, les canaux sont bouchés, quand la pluie va arriver, elle ne pourra plus s'évacuer. Il y a une responsabilité de la collectivité, mais il y a aussi une responsabilité permanente de nous les humains, de nous les citoyens. Une conscience citoyenne à avoir au En quotidien. permanence. Justement, Il faut parlant de vite conscience. écouter l'album de Tiken Jah Fakoly qui sortira demain matin, Cédric, avec deux chansons. Cédric, animateur culturel maintenant. C'est ça. Polyvalent. Exactement. Voilà, on a parlé de conscience tout à l'heure. On espère que les élus ont conscience de ces changements-là. Ils ont conscience de ces changements, mais ils ne savent pas toujours comment prendre les choses en main. Et c'est ça un petit peu la difficulté. Merci beaucoup à vous, très cher Cédric. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour parler toujours de développement durable.